C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la Brigade, épisode numéro 5. Je m'appelle Jean-Philippe Fort en compagnie, comme toujours, de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, on reçoit Stephen McDonald. Stephen McDonald, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un des deux gars derrière l'initiative Alfie to the Hall. Et on reçoit notre collaborateur Phil Villeneuve avec qui on fait un petit portrait de la division Atlantique. J'aimerais prendre un moment pour vous rappeler que la Brigade est disponible sur toutes vos plateformes de diffusion de podcasts, ainsi que les vendredis et les mercredis sur les ondes du 94.5 Unique FM. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Sur ce, messieurs, comment allez-vous? Et n'oubliez pas, si le cœur vous en dit, une review sur Apple Podcast, sur... On peut-tu laisser des reviews sur Spotify? Je ne suis pas certain. Non. Mais je pense qu'on a reçu notre première, oui. En passant, notre première review officielle, 5 étoiles, gênez-vous pas. Ça aide beaucoup le podcast, ça aide à nous faire connaître, ça aide à nous faire voir aux autres partisans des sénateurs. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Messieurs, il y a eu quand même des grosses nouvelles dans le monde des sénateurs d'Ottawa. JP, tu nous fais ton warm-up? Et oui, je commence avec une très grosse nouvelle et ça provient de sénateur de Belleville avec Corey Conacher et son PTO. Non, c'est des blagues. Là. Je commencerai pas avec cette nouvelle-là. Petit homme, PTO, non. PTO, non. Professional Try-Out. OK. Non, mais c'est pour blaguer. Là. Ça va être une nouvelle, mais pas de temps intéressante, mais c'est pas grave. Donc, la plus grosse nouvelle, effectivement, donc ça a sorti aujourd'hui, le 1er novembre. Les Sens sont à vendre, messieurs, et c'est le site Sportico qui ont sorti la nouvelle en premier et plusieurs sites sportifs ont confirmé la nouvelle par la suite. Selon le site, les sénateurs valeraient un montant de 655 millions de dollars US, ce qui représente une augmentation de 21% contrairement à l'an dernier, et cette augmentation est la plus haute parmi toutes les équipes de la Ligue nationale. Je pense en comparatif, les Maple Leafs, c'était 2 points quelque chose milliards, ça se peut-tu? Ça serait pas surprenant. Shane Pinto est la recrue du mois d'octobre dans la LNH. Il aura comptabilisé 6 buts et 1 passe dans ce mois. Blessure de Josh Norris. C'est un peu ce qu'on redoutait le plus, qu'un membre du top 6 se blesse, et pas à court terme, mais à long terme. Tout porte à croire que ça semblerait une blessure de 3 à 5 mois pour Josh Norris. J'ai très hâte de voir ce que DJ Smith va faire pour pallier à cette absence. Au mois d'octobre, on a eu la prolongation de contrat de Mark Kastelic de 2 ans et 835 000 $ par année. Et du même coup, Mark Kastelic a eu la confirmation de DJ Smith qui passera la saison à Ottawa. On a eu aussi un plateau dans la jeune carrière de Brady Tkachuk avec ses 200 points. Et une petite nouvelle de dernière minute, soit le 1er novembre. L'ancien des Sens est de retour au bercail, le 89 Corey Conacher a eu signé un Professional Try-Out, un contrat d'essai avec les sénateurs de Belleville. Les gars, croyez-vous aux Sens? Au centre Vidéotron. Hey! Tu t'arranges qu'on ait une plainte encore. Là. La communication est pas bonne. Allô? Fortin? Non. On l'a perdu. On n'entend plus rien. Non, on va mettre les choses au clair. Les sénateurs d'Ottawa sont peut-être à vendre, mais ne déménageront pas. Parce qu'un déménagement peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver quand ils sont à vendre, quand ils sont pas à vendre. C'est plus une décision... ça prend un groupe qui est intéressé de les avoir dans une autre ville, mais c'est la Ligue nationale qui met son final stamp, qui met son étampe à la fin et qui dit « Oui, j'approuve » ou « Non, j'approuve pas ». Fait qu'avant de penser à un déménagement, il faut même penser à ce que la Ligue nationale laisserait partir une équipe. Fait que non, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ou c'est pas une bonne nouvelle ou c'est une nouvelle neutre qui sont à vendre? Je veux dire, on s'y attendait toutes. Ben, on dirait que Anna et Olivia, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Ouais. On dirait qu'ils ont comme laissé leur marque en donnant tout ce qui était possible à Pierre Dorion de bâtir une équipe. Et après ça, ils se sont dit, bon, on va se retirer puis on va passer le flambeau. Mais, tu sais, on parlait de Québec. Je ne crois pas que Gary Bettman va accepter que les sénateurs déménagent à Québec si l'offre provient de Québécois.
Je penserais plus s'il y a un déménagement, ça irait plus du côté de Houston. Tu sais, une autre équipe du Texas ou bien une équipe il y a des d'autres marchés aux États-Unis. Il y a États-Unis. d'autres marchés plus intéressants que Batman va aller avant Québec. Mais pour un petit gars du Lac-Saint-Jean, de voir mes sénateurs et toute cette équipe-là à 2 heures de chez nous, je peux pas dire que je serais pas heureux. Mais T'as juste à inscrire ton aréna à Craft Hockeyville, là, puis ils vont construire un aréna, puis ils vont y aller jouer là. Ouais, mais moi, je veux les avoir tout le temps à côté de chez nous, là. Ah, OK. Mais c'est vrai que c'est le fun de les avoir à côté de chez nous. Oui. Je peux te le confirmer. Ça fait combien de fois tu y vas depuis des mois? Ben oui, ça fait 3 fois qu'on y va, puis on trouve des billets pas chers. Puis tu sais, quand tu dis... puis pendant qu'on était à la dernière game, il y a un gars qui nous... on l'entendait jaser en arrière de nous autres, un francophone, puis... Il cherchait le nom d'un ancien coach, puis tout ça. Fait que Philippe, il se tourne, il dit « Ah, il dit, tu parles de Paul McLean. » Ah ouais, il dit « C'est ça. » Fait qu'on a parlé un peu avec eux autres pendant la game, puis à la fin, il dit « Hey, vous avez-tu des billets de saison, vous autres? » On dit « Non, on n'a pas de billets de saison. » Fait qu'il dit « Ben moi, j'en ai. » Tu sais, il était assis juste sur la rangée en arrière de nous autres. Puis il dit « Mais je suis à Montréal, fait que je peux pas tout le temps venir. » Fait que j'amène un de mes chums souvent, mais quand je peux pas venir, il dit « Donne-moi ton numéro de téléphone et je vais te le dire. » Puis moi, c'est 2 billets, 80$ stationnement inclus. Tu me le dis, puis je te vends un billet, puis vous y allez. Fait qu'on est comme... Ouais. OK. Tu sais, il y a plein d'occasions comme ça. Puis ça, là, je vais prendre 1 minute, 2 minutes, là. Je vais faire c'est ma montée de lait de cette semaine. C'est pas une montée de lait, mais c'est juste pour dire, tu sais, présentement, là, on s'entend, là, tout coûte de plus en plus cher. Ce que le monde parle, là, c'est comment que l'épicerie coûte cher, comment tout coûte cher. Puis ça s'applique dans l'industrie du spectacle en général. Je sais pas si vous avez regardé pour aller voir un de vos chanteurs préférés ou un de vos groupes préférés. On parle de, je pense, c'est Blink-182 qui parle de revenir faire des spectacles. Là, c'est rendu des 5, 6, 700, 800$ pour aller voir un groupe de musique. C'est des prix fous pour n'importe quelle sortie. Vous mettez le pied en dehors de chez vous, c'est un prix de fou. Mais s'il y a quelque chose qui est encore pas cher, c'est les billets des sénateurs d'Ottawa. Fait que je pense que côté le ratio spectacle que vous avez pour le prix que vous payez présentement, là, quand tu dis pour 2 personnes 80$, t'es assis dans le 300, t'es quand même bien. Rajoute un stationnement puis une bière, là. Tu sais, tu t'en sors pour 2 personnes en bas de 100$, autour de 100$. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que vous pouvez vous payer avec un spectacle de la Ligue nationale, là. Fait que profitez-en, allez-y. Le 12 000, 13 000, 14 000 qu'on a en ce moment, il faut monter ça, gang. Il faut monter ça à 17 000, 18 000. On a vraiment un bon show sur la glace, un bon divertissement, une belle soirée. Puis vraiment, qualité-prix. Nommez-moi quelque chose. Écoute, l'aller au junior majeur, t'es pas loin de 22 piastres du billet. T'es rendu à 60 piastres quasiment dans ta soirée. Fait que... Non, profitons-en, allons-y, puis c'est ça qu'on attendait, d'avoir une équipe gagnante, puis une équipe le fun à voir, du moins. Allez-y. Fin de la montée de lait. Pensez-vous que les sénateurs d'Ottawa seraient vendus avant que le projet des Plaines Bretons soit 100% confirmé? Bonne question. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent ficeler ça dans un contrat, là. Parce que pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé la compagnie financement qui va les aider à faire cette transaction-là. Là. C'est quand même, ça se fait pas sur le coin d'une table. Là. C'est pas un d'intérêt? Non, je pense que oui, mais c'est 5 000 par jour. Fait que ça prend 1 an et demi avant que ça soit complété. Puis tu sais, ils ont donné ce qu'il fallait à Pierre Dorion. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une équipe qui en valait 400 millions. Ils l'ont monté à 600 millions. Fait qu'ils se sont fait un cadeau de 200 millions là-dedans. Là. Ben, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Anna et Olivia non plus. Là. Peut-être que leur objectif, c'est de vendre peu importe de qui est l'offreur. Fait que si jamais l'offre est là, puis c'est avant la confirmation de l'aréna, why not? Mais c'est parce que l'équipe vaut pas la même chose, tu sais. Je pense que c'est plus ça, là. Là, présentement, elle vaut, mettons, 600 millions. Si c'est déjà entendu qu'il y a un nouvel aréna au centre-ville, ben là, on est peut-être rendu à 800-900, là. Fait que, est-ce qu'elles vont vouloir attendre que... J'imagine qu'ils vont voir les offres en même temps. Ils vont peut-être se faire déposer 2 offres par les équipes. Une avec une signature d'un nouvel aréna, puis une sans le nouvel aréna. Puis il va falloir qu'ils décident ça. Je pense qu'ils sont... À date, ils ont l'air d'être bien conseillés, bien entourés. On les a pas vus prendre des décisions hâtives ou, tu sais, on les a pas vus... ils ont fait la bonne affaire, ils ont attendu. J'imagine que c'est pas eux, à leurs deux, qui gèrent 655 millions, si on parle de la valeur de l'organisation. C'est pas eux qui vont gérer le contrat certain. Mais je pense qu'au moins,
il y a plus de chances que ça se passe comme il faut, que ça se ramasse dans des litiges en cours puis tout ça. Fait que je pense que... Ça, c'est mon autre question. On sait que Jane Mernick était poursuivi. Oui, c'est ça. Veut pas son héritage l'est toujours. Ouais. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais moi, je suis content. Moi, ce que j'étais content de voir, c'est la statistique du 21% d'augmentation contrairement à l'année passée. Donc, on peut constater dans la dernière année qu'il y a une progression fulgurante en tant qu'organisation puis de changement dans cette mentalité organisationnelle-là de faire du mieux qu'ils peuvent pour faire grandir cette équipe-là. Là. Vous attendez quoi des nouveaux propriétaires? Le premier move, là. Ah, qui s'occupe du côté business puis qui laisse faire le reste. Moi, c'est tout ce que je veux qui arrive puis qui focus puis qui ils disent on est ici pour rester, on est ici pour longtemps. C'est un projet qui nous tient à cœur. On veut amener les sénateurs au centre-ville d'Ottawa. Puis à partir de maintenant, c'est notre focus. On a les hommes de hockey pour s'occuper du hockey. Nous, on s'occupe de la business. That's it. Moi, c'est tout ce que je veux entendre. Moi, je voudrais pas avoir un propriétaire ou des propriétaires qui font les manchettes. On veut pas en entendre parler, là. Moi, je veux un propriétaire qui va s'engager à un vrai département de communication marketing digne d'une équipe sportive de la Ligue nationale de hockey. Parce qu'en ce moment, on s'améliore, mais on n'est pas là pantoute. Le propriétaire, ça veut dire qu'il investit dans le côté organisationnel, dans le côté business, que ce soit pas un one-man show, fait qu'il engage les bonnes personnes pour faire les bons jobs. Tu sais, qu'il y ait un CEO, qu'il y ait un CIO, qu'il y ait toute la structure en place, puis qu'eux s'occupent de l'aspect hockey, tu sais. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur Phil Villeneuve. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, on peut le suivre sur TikTok. Il couvre les sénateurs avec la gang du balado blog à la coupe. Phil Villeneuve est avec nous. Salut mon Phil, comment ça va? Yes, ça va super bien, vous autres? Ça va bien. Es-tu surpris, Phil, du début de saison des sénateurs cette année et de toutes les équipes de la division Atlantique? Toutes les équipes de la division Atlantique, oui, c'est certain. On savait déjà que ça allait être une division très compétitive, mais je pense que si c'était, tu sais, il y a juste quelques jours, mettons, fin octobre, là, toutes les équipes étaient à 500 ou au-dessus de 500. Fait que c'est une division quand même très forte, très compétitive. Je sais pas comment on va se tailler une place en série, mais puis pour le début des Sens, je suis aussi surpris, un peu déçu en même temps. On a l'air d'avoir de la misère sur la route. Les matchs à la maison, ça s'est bien passé. Fait que je sais pas exactement quoi penser, là. Il y avait beaucoup de questionnements autour de certaines équipes. Il y avait Floride qui avait fait des grosses acquisitions cet été. Des équipes comme Montréal et peut-être Buffalo qui surperforment. À ce jour, dans la division Atlantique, d'ailleurs, on a décidé de faire l'exercice. Comment vont les équipes de la division Atlantique? Ça va-tu bien pour eux autres? Comment ça se dessine à ce niveau-là? Donc, en ce moment, en date du 1er novembre où on enregistre, les Bruins de Boston sont premiers de la division Atlantique. Est-ce que ça nous surprend, ça, les gars? Ben, c'était l'équipe qu'on pensait qu'elle allait peut-être être déclassée puis qu'elle allait peut-être descendre. Puis on se dit, si Boston descend, parce que dans le fond, le but de l'exercice en même temps, c'est de savoir, avec toutes ces équipes-là, où est-ce que les sénateurs peuvent se situer, tu sais. Puis on pensait peut-être wildcard à la place de Boston, mais là, Boston, tout feu, tout flamme. C'est pas juste premier dans l'Atlantique, c'est premier dans la Ligue, là. C'est 8 victoires, 1 défaite. Et on est la défaite. On peut avoir ça de cette saison, en tout cas. Oh yes. On peut en être fiers. Moi, je suis pas surpris. Boston, c'est pas une équipe qu'on veut bêter contre. Puis, ils nous ont montré que même sans Marchand, McAvoy et de gros atouts offensivement, c'est probablement une des meilleures équipes nationales. Puis, ça va l'être encore tout le long de la saison. Ouais, mais je pense que c'est surtout ça qui m'a surpris. Moi, je me disais, le début de saison est très important pour n'importe quelle équipe qui veut faire les séries. T'as pas ton meilleur attaquant. Ben, à moins que tu peux parler de Pasternak, Bergeron, mais un de tes meilleurs attaquants, t'as pas ton meilleur défenseur pour au moins 2 mois. Finalement, ça marche super bien. Marchand revient beaucoup plus tôt que prévu. Puis ça continue de marcher. Fait que je pense que c'est ça qui m'a surpris le plus. Puis c'est une culture gagnante. C'est une équipe qui sait comment gagner. Bergeron, il est pas parti. Krejci est revenu. J'avais aucune raison de les mettre à 5e. Puis clairement, c'était une erreur dans mes prédictions de avant-saison.
Fait que ce que tu dis, c'est que perdre un de ses meilleurs défenseurs, perdre un de ses meilleurs avants, c'est pas supposé vraiment avoir un si gros impact que ça. Ou il y a des moyens de s'en sortir quand même, parallèle avec les Sénateurs. Ça dépend pour quelle équipe. C'est ça. Est-ce que Mike Reilly joue encore pour Boston? Oui. Wow. Il fait bien. Ce qui nous amène à la deuxième position de la division Atlantique, les Sabres de Buffalo. Ben ça, c'est clair que c'est une surprise, mais on les a vus, je pense, l'année passée aussi. C'est une jeune équipe qui sont capables d'avoir des bons départs, tout le contraire des Sens dans les dernières années. D'habitude, ils commencent bien, ils ralentissent un peu. Cette année, j'espère que c'est ça qui va arriver parce que évidemment, on veut une place. Puis si c'est une autre équipe qui se rajoute dans la course, une équipe qui est une des seules équipes de l'Atlantique qu'on se disait, OK, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, ben on va avoir de la misère à se rendre en série. Mais tu sais, ils ont des bons joueurs que pas beaucoup de gens parlent assez. Il y a un Tage Thompson hier dans un match contre Détroit. 3 buts, 3 passes avec comme 9 tirs dans un match. C'est quand même incroyable. Ils ont plusieurs bons joueurs. Puis Craig Anderson, à date, connaît une excellente saison. Tu as parlé de Tage Thompson. Je pense pas que personne... Ben, je sais pas. Le voyez-vous aussi il a bon? scoré 30, il me semble, l'année passée. Oui, je sais. Mais une couple d'années passées, Tage Thompson, est-ce qu'on le prévoyait aussi bon? Je pense pas, moi. Non, moi, c'est vraiment pas un joueur que je connaissais tant que ça, puis c'est ça, je te dis, il me surprend cette année. Il me force à apprendre son nom puis à le connaître un peu plus. Là. Mais en même temps, avec les Sabres de Buffalo, on n'a quasiment pas le choix avec les Rasmus Dahlin et Power en défsive. Ça n'avait pas le choix à un moment donné de fonctionner. Là. Il y a les noms évidents comme ça qu'on suivait puis qu'on se disait, il lui manque peut-être, ils sont pas rendus où est-ce que à faire un pas, mais là, s'il y a des joueurs comme ça qui apparaissent, pas de nulle part, mais qui se lèvent puis qui sont capables de prendre une partie du travail, ils peuvent être tannants. Mais encore, c'est très tôt. La question qu'on se posait au début, c'était où est-ce qu'on voit l'Atlantique à la fin. Ben là, on est au début. Là. On est à 8-10 matchs. Fait que ça a le temps de changer beaucoup. En troisième position, il y a les Panthères de la Floride. Pas de surprise, là. Surprise, les Panthères qui ont acquis Matthew Tkachuk au cours de l'été. Ouais. Qui connaît lui aussi un excellent début de saison avec sa nouvelle équipe. Là. C'est 13 points en 9 matchs. Il doit être dans les tops de la ligue, j'ai pas vérifié, mais c'est 5 buts et de passes. Barkov, évidemment, qui fait son premier but contre les Sens. 1 but, 7 passes. Tous leurs bons joueurs ont des bons débuts de saison. Tous ceux à qui on s'attend. Puis là, je suis en train de regarder, puis j'ai la grosse surprise de Colin White, qui a 7 points en 9 matchs. C'est vrai? J'imagine que changer d'équipe, ça allait l'aider, une nouvelle ère. Donc, Colin White, un bon début de saison aussi. Ils ont plusieurs joueurs qui surprennent aussi. C'est une équipe solide en général, je pense qu'on s'y attendait. Là. Mais au final, Colin White, c'est ce qu'on y souhaitait. Là. Qu'il change d'adresse puis qu'il performe meilleur, parce que les Sénateurs, ça marchait clairement pas. Ouais. Les Panthers aussi, c'est quand même un solide duo de gardiens. Il y a Spencer Knight qui est un choix de première ronde qui continue de s'améliorer à chaque année. On ne sait pas s'il va exactement être un gardien numéro 1 à temps plein dans la LNH, mais je pense que c'est ça son potentiel. C'est tout ça qu'on s'attend de lui. Pour le moment, cette saison, ils ont joué 9 matchs. C'est Bobrovsky qui en a eu 6, ce qui est quand même bon pour moi parce que je l'ai repêché en fantasy. Mais leur gardien, ça va bien de leur côté aussi. Je pense qu'avoir un bon duo, c'est tout le temps une bonne chose. Pour ça que j'étais content quand les Sens sont allés chercher Talbot. Puis à date, ça a été super bon pour eux. Donc, ce qui nous amène au 4e rang, le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que le Lightning de Tampa Bay arrive vers la semi-fin de leur époque? Ben ça, c'est encore drôle. C'est comme un peu les Bruins de Boston, ça. Ouais. On dirait que tu veux pas bêter contre le Lightning, puis ils ont eu un mauvais début de saison. Si j'y vise la tranche du 10 matchs, là, en 2. Mais là, ils ont l'air d'être un peu plus sur une bonne lancée, puis ils jouent des bons matchs dernièrement. Là, présentement, ils jouent contre les Sens. J'ai très hâte de voir, en espérant qu'ils lancent pas 60 fois sur Anton Forsberg comme les Panthers. Mais tout ça pour dire que c'est ça, le Lightning, c'est une équipe que tu veux pas bêter contre, comme les Bruins de Boston. Ils peuvent clairement se virer de base Saint-Dicen assez rapidement. Ouais, c'est clair. Mais, tu sais, on parle de ça comme si on a eu vraiment un début de saison vraiment pas bon. Mais tu sais, c'est quand même 5-4. Je pense que ça a mal commencé, puis ils ont recommencé à avoir plus de victoires après. C'est une équipe qui va se replacer, mais il faut parler aussi du fait qu'ils
ils ont joué, il y a des joueurs comme Vasilevski et tout ça, ils ont joué beaucoup de hockey. Là. Dans les 3 dernières années, ils jouent au moins un mois de plus que tout le monde. C'est 3 apparitions d'affilée dans la finale de la Coupe. Tu sais, c'est rough à un moment donné. C'est pas facile sur le corps. Puis ces gars-là, ils sont encore en train de bien jouer. Puis c'est du hockey de série aussi. Ouais, c'est exactement. pas du hockey de saison, c'est pas la même chose. En 5e position se trouve le Canadien de Montréal avec 5 victoires, 4 défaites. À égalité. Canadien de Montréal, est-ce qu'ils vous surprennent? Canadien, ben oui, ils me surprennent. Ben oui. Ils veulent pas, là. Ils jouent du très bon hockey. Le diront et on répéteront que c'est l'effet Martin Saint-Louis. C'est plate. Moi, je les regarde jouer. Commence à y croire. Ouais, commence à y croire pas mal. Je les regarde jouer, là, puis je dis ça sur toute réserve, là, mais ils jouent mieux que les Sénateurs d'Ottawa. Ah, en unité de 5, définitivement. Collectivement, ils jouent mieux que les Sénateurs. Ouais. Bon, oui. Puis, ils vont faire peur. Ils vont être tannants. C'est ça, c'est plate à voir parce qu'on dit que c'est une équipe qui va être dernier dans la ligue. Puis en ce moment, ils ont un joueur comme Dadonov qui est un healthy scratch qui font pas jouer parce qu'il est pas assez bon. Puis nous autres, il était dans le line-up. Tu sais, l'année passée, il y a 2 ans, il était dans notre line-up, c'était sûr à 100%. Là. Fait qu'ils sont capables d'asseoir des gars que nous autres, il y a 2 ans, on était obligés de jouer parce qu'on avait personne d'autre. Je trouve qu'ils ont une attaque quand même correcte, mais c'est la défense que je comprends pas comment ils sont capables de gagner des matchs avec cette défense-là. Ben, c'est peut-être ça qui va amener, il va comme les affecter parce que Kaden Gooley puis Albert Jacquin, oui, c'est bien beau, là, puis que c'est les meilleurs défenseurs de l'univers présentement, là. Mais j'ai comme l'impression que sur une saison de 82 matchs, ça va comme peut-être les rattraper un peu. Mais encore là, avec le Canadien, tout se peut, puis tous les beaux joueurs. Mais les 2 gardiens les gardent dans le game. Là. Oui, exactement. C'est la aussi. surprise. Là. Le monde dit, vous allez voir, c'est quoi quand on n'a pas Carey Price, vous allez voir, ça va être difficile. Puis finalement, tu te rends compte que 2 gardiens corrects qui sont capables de se partager puis d'avoir l'énergie de voler une game quand ils jouent une game sur 2-3, ben ça fait un job aussi. Là. Je sais pas comment est-ce qu'ils paient Motambo, là, mais d'après moi, c'est pas 4-5 millions non plus. Là. Exactement. C'est vraiment l'équipe au complet joue bien. Comme tu disais, JP, on peut parler de l'effet Saint-Louis. Mais moi, vraiment, ma surprise, là, c'est la défensive. Quand tu la regardes, c'est Kaden Gooley avec David Savard, Jacquin avec Wideman, puis Harris avec Kovacevic. Je le connais même pas. Je sais même pas c'est qui. J'ai jamais entendu son nom. Puis il joue bien. Fait que moi, il faut donner le crédit à Montréal. Puis on va voir si ça va continuer. Chris Wideman. Chris Wideman, ouais. A fait un détour par la Russie. Mais tant mieux. C'est un long détour pour partir d'Ottawa, aller en Russie pour aller à Montréal. Dans le record aurait pu dire qu'il y avait un 4-17, là, mais en tout cas. Moi, je suis beaucoup impressionné par Kaden Gooley. Étant un sucré défenseur. Je pense qu'il joue autant mieux que Jake Sanderson joue pour les Sens présentement. Sauf que Jake Sanderson, il y a un Thomas Chabot en avant de lui, puis les Canadiens, ils en ont pas. Fait que c'est pour ça que Kaden Gooley m'impressionne beaucoup. Puis même Jordan Harris, là, qui joue sur le top 4. C'est ça, Phil, que t'as dit tantôt qu'il jouait sur le top 4? En ce moment, il est sur le top 6. Top 6, ouais. Bon, c'est le dernier défenseur. Il joue autant bien aussi, là, fait que non, la défensive m'impressionne beaucoup, puis ouais. J'ai un parti pris pour Kaden Gooley, puis je pense que les fans du Canadien ont raison de l'aimer beaucoup, là. Mais ils vont finir dernier. Ouais. Et, je sais pas. Je sais pas. On sait pas. Au final... Non, on veut pas. On veut pas qu'ils finissent dernier. On veut pas qu'ils voient Connor Bedard à Montréal, là. Ah, Seigneur, non. Non, mais on a vu ce que ça donnait cet été avec Pierre Dorion. Il suffit d'une coupe de moves bien placés, puis les Canadiens de Montréal ont une équipe, là. Oui. Ce qu'on espère, c'est que, parce que c'est ça que nous autres on a fait, ce qu'on espère, c'est qu'un rebuild plus en profondeur t'assure plus d'années de succès. Mettons un 10 ans, 12 ans, versus un 3-4 ans, puis qu'il faut recommencer. Tu sais. C'est le bet que Dorion a fait, je pense, en démolissant tout, puis en le faisant de façon lente, plutôt qu'un peu plus à la vitesse là, de Montréal. Donc, ce qui nous amène à la 6e position, les Red Wings de Détroit. Moi, les Red Wings, je les vois comme un peu le compétiteur de reconstruction des Sénateurs, là. On s'est souvent demandé quelle reconstruction va le mieux. Êtes-vous surpris du début de saison des Red Wings de Détroit? Moi, honnêtement, je suis pas surpris. C'est 4-3 et 2.
ce qui est à peu près ce que je m'attendais. Tu sais, pas vraiment une mauvaise équipe, mais pas une équipe de top de division non plus. Ils se tiennent dans le milieu, mais c'est une équipe que la défensive leur fait souvent mal, un peu justement comme les Sens. L'année passée, on se rappelle, il y avait des matchs ils avaient perdu comme 11-7 comme Toronto. Hier, ils ont perdu 8-3. là, ça serait plus hier, mais ce 8-3 contre Buffalo, ça fait mal. Là. Ça fait très mal. Un Nedeljkovic qui a laissé 20 buts en 4 matchs. Ça, c'était supposé, ils ont fait l'échange pour, puis c'était supposé être leur gardien qui allait venir les aider. C'était quand même un jeune gardien, ça marche pas. Ils sont aussi allés chercher Ville Husso des Blues, qui était quand même, je trouve, une très bonne idée. Mais ça, pour le moment, ça va pas très bien défensivement, ça va pas très bien dans les nets. Mais regarde, comme je disais, ils sont dans le milieu, puis c'est pas mal ça qu'on s'attendait, je pense. Parle-moi-en que ça va pas bien défensivement. J'ai Moritz Seider dans mon fantasy, puis je suis bien déçu. Il se passe pas grand-chose. C'est difficile. Ouais, Sider, c'est 9 matchs, 0 but, 2 passes. C'est pas fameux. Je sais, t'inquiète. C'est le sophomore slump qu'on appelle, c'est sa deuxième année, je pense. Ouais. J'espère pas que ça ressemble à ça. Ça arrive à beaucoup de joueurs. Ouais. On a parlé beaucoup de comment les Canadiens de Montréal n'étaient pas si loin que ça. Les Red Wings sont aussi pas très loin, à mon avis. Ça va être rough, l'Atlantique, les amis. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui manque aux Red Wings. Par contre, nous autres, on parle beaucoup d'un gros défenseur top 4. Je sais pas c'est quel élément qui leur manque exactement. Vraiment, la défensive, c'est vraiment la chose la plus importante. Quand tu regardes une équipe comme les Devils, ils sont allés chercher un Dougie Hamilton, ils sont allés chercher un je suis pas exactement sûr comment dire son nom, Segan Taylor, je pense que c'est comme ça que tu dis son nom. Ils sont allés chercher un John Marino, ils sont allés chercher un Ryan Graves, ils sont tous allés chercher pour solidifier leur défense. En ce moment, je pense qu'ils se situent 4e dans la ligue. Ouais, 4e, 6 victoires, 3 défaites. Ça va bien défensivement. Il y a des belles surprises comme des Jesper Bratt qui scorent à l'attaque. Mais vraiment, tout commence la défensive. Puis quand tu parlais, les Sens, les Red Wings sont tout le temps en compétition. Qui a la meilleure reconstruction? Les deux ont le même problème. Sauf que les Red Wings n'ont pas Claude Giroux. Ouais, exactement. On peut dire ça. En 7e position, celle-là, on n'a pas le choix de dire qu'elle nous surprend. Les Maple Leafs de Toronto. On est rendu là. Rendu loin comme ça, on n'a pas encore parlé des Maple Leafs. J'ai hâte que tu nous nommes les sénateurs. On me semble qu'on est loin encore. On garde le meilleur pour la fin. Les Maple Leafs, c'est pas surprenant, ils sont pourris. Là. Les Maple Leafs qui ont joué 10 matchs, 4 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation. Victoire. Mais ça fait un super beau lien avec ce que tu disais tantôt, Phil. Les équipes qui se bâtissent par la défense versus les équipes qui souffrent à la défense, c'est toute la différence du monde. Moi, tout comme les sénateurs et leur entraîneur-chef, les Leafs et les sénateurs ont un très gros mois de novembre à jouer du hockey parce que les deux entraîneurs vont prendre le bord en novembre. Si ça ne fonctionne pas, Sheldon Keefe et DJ Smith perdent leur job en novembre. Ils vont les échanger. On fait un switch? Ça serait bon, ça. Mais je pense que j'avais vu un fan de Toronto qui parlait de ça, puis c'est que le mois d'octobre, même si tu regardes l'année passée pour Toronto, c'était désastreux. Puis en novembre, ils ont joué 13 matchs, 11 victoires, 2 défaites. Fait que je pense que la plupart des fans y attendent un peu. Ils leur laissent le mois de novembre, mais après ça, il y a du monde qui vont se faire bouger. Là. Mais combien de coachs que ce groupe de joueurs-là peut passer à un moment donné? Là? Exactement. C'est ça. C'est pour ça que là, des gars comme Steve Dangle commencent à dire là, c'est le groupe, arrêtez de blâmer le coach. On a tout vu de ce groupe-là, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est quelque chose dans au moins nos gros 4 joueurs qui doit changer. Là. Mais là, ils sont menottés avec ce groupe-là et avec les contrats qu'ils leur ont donnés. Ils là, sont en train de montrer qu'ils ne performent pas. Le seul qui pourrait bouger, c'est William Nylander, vu qu'il a un contrat quand même pas trop excessif. Et qui va aller chercher Marner à 11 millions? Je sais pas. Puis cette équipe-là a acquis des joueurs qui étaient supposés emmener une présence de vétérans et de leadership. Souvent, dans les dernières années, ça n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose. Là. Jason Spezza, Joe Thornton, Nick Foligno qui est passé par là. Wayne Simmons. Aussitôt que Simmons n'est pas dans l'alignement, ils se font barouetter. Tu le sais, là, les livres, si tu joues rough, si tu le fais mal un peu, tu sors de leur game. T'sais. Si tu laisses patiner, t'es fait. Fait que les équipes rendues après 3-4 ans qui jouent contre eux autres, ils savent. Ouais, puis à quel point aussi qu'on commence à parler de Kyle Dubas, parce que ce que tout le monde dit tout le temps, c'est qu'il met la bonne équipe sur la glace, mais il ne performe pas rendu en série. En ce moment, il ne performe pas non plus à la saison, puis ils ont essayé. Écoute, ils sont allés chercher Matt Murray, j'imagine. Ils pensaient que ça allait fonctionner. Ça a pris un match. Il s'est blessé. Samsonov a de l'air fort en ce moment. Sauf que dès que tu te ramasses à devoir utiliser ton deuxième gardien en Eric Källgren,
Ça marche pas. C'est pas un bon gardien, il est pas prêt pour la LNH, là. Mais tu sais, on critique souvent la façon que Team Canada bâtit ses équipes. T'sais. Team Canada pourrait se fermer les yeux, regarder les stats, juste sortir les stats de tous les joueurs, pas mettre les noms, puis dire OK, on prend ces 16 gars-là, puis de titre, on fait l'équipe avec. Mais c'est pas ça, faire une équipe de hockey. T'sais. Ils vont chercher des gars qu'il y en a qui ont peut-être plus de buts, plus de points, mais c'est la troisième ligne, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un gars qui va remplir tel rôle. Puis l'autre gars qu'ils vont aller chercher, c'est lui qui va remplir ce rôle-là. C'est pas juste mettre les meilleurs joueurs que tu es capable puis dire let's go, gagner des games. Fait que tu sais, les Leafs, c'est un peu ça. C'est tout ça que Carl Dubas a fait avec les années. Juste aller essayer de signer le gros joueur, trouver le gros joueur, aller chercher Tavares, aller chercher, tu sais, trouver le gros nom. Puis après ça, essayer de plugger avec des affaires vraiment pas chères du monde, des joueurs qui sont prêts, tu sais, comme Spezza qui dit, moi, si je vais pas à Toronto, je vais nulle part, je prends ma retraite, puis je vais y aller pour salaire minimum, aller chercher ces plugs-là, si on veut. Fait que oui, à un moment donné, peut-être que ça prend un architecte qui a une vision différente. Ou c'est Shanahan, peut-être, en arrière de tout ça, qui va... Mais il y a de bonheur encore, comme on a dit tantôt. Et s'il y a une équipe qui peut revirer la saison de base, c'est eux autres. Mais encore, défensif dans les buts. On souhaite tous que Matt Murray revienne pour démontrer comment il est pas bon. Parce que là, il n'a pas pu le démontrer vraiment. Il a juste montré qu'il était souvent blessé. Attention, toi, là. Puis que, juste pour lui prouver qu'ils ne l'ont pas réparé, tu sais. Ah non, moi, j'ai fini d'y croire. Il a robot volé 2 games. La 3e game, il va partir. Il va revenir, il va gagner 10 back-à-back, là. Ah, il sera pas capable de gauler du game. Tu sais, on dit qu'ils peuvent venir se prouver. Il a joué un match, puis je pense que j'ai vu 10 memes sur TikTok de Samit. Un tir qui s'en va dans le top corner, puis sa mitaine qui pointe vers le bas. Lui qui est couché par terre. Ça a pris un match, puis tout le monde rit. Tout le fanbase de Toronto au complet rit à lui. Avec le plastron. Fait que je peux pas croire ça va être comment le reste de la saison. Ils sont pas de coups, là. Exactement. Mais faut penser quand même à l'individu là-dedans, là. Ah, Ouais, on parle c'est rien clair. du joueur de hockey, là. On parle rien du joueur de hockey. Ouais. Mais l'individu, il a pas je pleine en attendant, là, puis il prend soin de sa santé, puis pas de problème, là. L'individu, il est pas à plaindre. Ben content qu'on l'ait pu à Ottawa. C'est ce qui nous amène avec l'équipe qui est en 8e position de la division Atlantique, avec 4 victoires et 4 défaites pour une fiche de 500. Quand même pas si mal. Les Sénateurs d'Ottawa. Ben déçu, moi. Ben franc, vous autres, là, ben déçu du début de saison des Sens. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à avoir une fiche similaire à elle des Sabres, un 6-3. Présentement, un 4-4 me satisfait pas. Et la façon que les Sénateurs jouent collectivement, avec le noyau de groupe de joueurs qu'on a, c'est insuffisant. Et les leaders de ce groupe-là ne font pas le travail présentement. Et je parle de Tim Stützle, qui est invisible. Alex DeBrincat, à part marquer d'un filet désert puis une coupe de passe de temps en temps, ça fait pas grand-chose. Thomas Chabot, on en parle dessus, présentement, il ne joue pas comme un défenseur numéro 1. Le seul point positif, en fait, j'en aurais 3. 3 4. OK? On a Brady Tkachuk. Qui joue comme un capitaine. Drew Patterson, je m'attendais que malgré l'enjeu du Hockey Canada, je pensais que ça allait nuire à ses performances, mais il faut croire que ça lui dérange pas pantoute. Anton Forsberg, pour moi, si ce n'est que lui, les Sénateurs seraient peut-être bien à 3-8. Peut-être pas 3-8, mais à 3-5 ou bien 2-6. Et le seul point positif de ce mois d'octobre, c'est Shane Pinto. Et il a été nommé recrue du mois aujourd'hui. Mais pour moi, là, ça me satisfait pas présentement. Non, je suis très d'accord. Un Josh Norris qui est blessé en plus, c'est sûr, ça fait mal. Tim Stützle, j'ai pas l'impression qu'on reçoit vraiment ce qu'on veut de lui puis ce qu'on s'attend de lui. Alex DeBrincat, on peut se dire, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau marché, c'est encore le début de saison. C'est un gars que son jeu est autant axé sur scorer des buts, ça peut y prendre du temps avant de commencer à le faire. Il y a un point par match, là. S'il finit la saison avec 82 points. Exactement. Non, mais c'est sûr qu'on va chialer. Oui, mais au-delà de ça, moi, je parle du joueur sur la glace puis de ce qui amène à la formation collective. Moi, je trouve que en pré-saison, c'était
Giroux, DeBrincat, on les voyait partout sur la glace. Présentement, on les voit pas pantoute. Outre qu'on les voit un peu en avantage numérique, mais à 5 contre 5, là, ils sont tous les deux invisibles. Là. Tous les deux invisibles. Giroux et DeBrincat. Fait que présentement, on joue à un trio, 2 joueurs. Ketchuk puis Batterson. Si les deux produisent pas, puis ils jouent pas à la manière qu'ils jouent présentement, il se passe rien. Ça va venir de DeBrincat. Moi, je le sais que ça va venir. Puis il vient. Ça fait depuis le début de sa carrière qu'il y a Patrick Kane à côté de lui. On s'entend Patrick Kane, pas un mauvais passeur. Je checkais ses highlights de ses 40 buts. Patrick Kane qui tourne partout puis qui fait des passes de partout. Tu t'y attends pas, tu sais pas comment il se ramasse avec la puck. Ça va venir. Mais c'est pas un peu sa façon de jouer, justement, à DeBrincat, de se faire oublier. Tu sais, c'est un peu un Cole Caulfield, là. Si c'est pas lui qui va être le premier à aller chercher la puck, puis c'est pas lui qui va monter la puck d'un bout à l'autre, son rôle, c'est de se faire oublier, puis de s'en aller dans les zones payantes, puis de se faire feeder. Ce qu'il a réussi à faire quand même cette année, ce qui a manqué, c'est le finish. Il y a eu plusieurs chances, il y a eu des poteaux, il y a eu des lancers manqués. C'est supposé être son trademark. Là. Je pense que c'était sa façon qu'il jouait. Je ne l'ai pas vu assez jouer à Chicago, là, mais je pense pas que c'est un joueur tout feu, tout flamme à ce qu'on s'attend de Timmy. Je pense qu'on s'attend, tout ce que tu dis là, je pense que c'est ce qu'on s'attend de Timmy. Monter la puck d'un bout à l'autre, faire des jeux, créer des choses qu'on s'attend d'un joueur de centre, puis surtout d'un joueur dynamique comme lui. Je pense que DeBrincat, c'est pas ce genre-là. Je pense que c'est plus le joueur qui se fait oublier. Puis les performances, OK, il ramasse des points à gauche puis à droite parce qu'il est sur une ligne qui marche quand même bien. Là. Mais moi aussi, la dernière fois, je me disais que c'était peut-être un joueur qu'on s'attendait plus. Il faudrait peut-être retourner voir des vidéos de ces games. Tout ce qu'on a vu de lui, c'était des highlights, si on veut, où tout ce qui restait à faire, c'était pas mal prendre un tir. Là. Fait que comment est-ce qu'il se comportait sur la glace avant versus cette année? Peut-être c'est la même chose ou peut-être que non, ça sera checké. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ce genre de joueur-là. Là. C'est le joueur qui veut se faire oublier, mais justement, cette année, quand il reçoit ses opportunités, il les manque. Il n'est pas capable de finir. On l'a vu il y a une fois que je vais m'en rappeler sur le power play. Vraiment, là, le goaler n'était même pas encore rendu devant lui, puis il a cherché la passe. On n'est pas allé chercher DeBrincat pour qu'il cherche la passe. On connaît son tir, il faut qu'il l'utilise. Fait que là, j'ai l'impression en plus qu'il perd un peu confiance. Ça peut commencer à être frustrant. Au moins, là, il a réussi à scorer sur un gardien. Ce qui est quand même mieux. mais tu sais, après ça, cet été, on parlait, non, il n'y aura pas Patrick Kane, mais Tim Stützle devient ce genre de passeur-là. Je pense pas qu'il a encore joué un match avec Tim Stützle. Il y a des décisions qui font pas tant de sens. DeBrincat, il faut que ça débloque. Je pense pas que c'est le début de saison qu'il voulait. C'est pas le début de saison qu'on s'attendait. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'il change pour que ça débloque, là. Pour ma part, l'année passée, on se souviendra, les sénateurs, dès que les sénateurs prenaient les devants dans un match, ils étaient incapables de garder leur avance. Ils se faisaient tout le temps remonter, ils se faisaient manger la laine sur le dos. Cette année, à quelques occasions, on les a vus être capables de compétitionner en attaque. Mais il y a encore un enjeu au niveau de la défensive. On l'a vu, là, contre les Panthères. On a perdu Zo, on s'est fait shooter dessus une 50aine de fois, là. Puis ça fait... Ouais. Ça fait des années et des années et des années que les sénateurs se font lancer dessus 50 fois et plus par match. Craig Anderson a tellement vu de tir dans son passage avec les sénateurs. C'est pas nouveau. Même du temps d'Eric Carlson, je me souviens, les sénateurs se faisaient dominer au niveau des tirs au but. Puis ça, pour moi, c'est pas normal. Non, puis j'ai partagé une statistique sur Thomas Chabot, parce que depuis des années, il me semble qu'on dit ça prend de l'aide de Thomas Chabot, ça prend de l'aide de Thomas Chabot, ça prend un def top 4, ça prend un def top 4. Mais là, Yann Mendez a sorti une statistique là, assez éloquente là, dans les 2 dernières saisons des Sens. Si Thomas Chabot joue 27 minutes et plus sur son temps de jeu, les Sens ont une fiche de 4, 20 et 3. Si Thomas Chabot joue entre 24 et 26 minutes 59, une fiche de 12-12. Et si Thomas Chabot joue entre 20 et 23 minutes 59, 11, 4 et 1. Fait que là, on comprend-tu que ça marche pas? Ça fait pas de l'utiliser 27 minutes et plus? Je pense que là, on est pas mal rendu à la fin de ça, là, j'imagine, avec Sanderson qui va en prendre de plus en plus. Ben, je sais que DJ, il n'est pas du genre à... C'est qui disait ça, là? Boucher qui disait « Tu donnes pas du steak à un bébé. » Il prenait vraiment son temps pour les faire, tu sais, pour que les jeunes arrivent. DJ les met un peu plus dans la gueule du loup, mais il va pas non plus le laisser se pendre avec la corde, là. Fait que je pense qu'il va augmenter son temps de jeu tranquillement. Puis c'est ça qui va aider Chabot de plus en plus.
C'est intéressant cette statistique-là, mais parce que justement, quand tu regardes, quand ils jouent entre 20 et 23 minutes, on est 11, c'est 11... 11, 4 et 2. 11, 4 et 1. 11, 4 et 2, tu vois, on a une bonne fiche gagnante, mais c'est parce que je pense que chaque match que ça va bien puis qu'on est confiant de gagner le match puis que tout marche, DJ Smith va en profiter pour donner un peu de repos à Chabot pour pas y faire jouer toutes les minutes qu'il a besoin, tandis que au contraire, quand il joue les 29 minutes, c'est un match que ça va moins bien, c'est un match qui est intense jusqu'à la fin, puis on n'a pas tant de gars sur qui on peut compter pour aller bouger à la puck puis aller contribuer offensivement en fin de match. Fait qu'on envoie Thomas Chabot, puis on envoie Thomas Chabot, puis c'est sur lui qu'on compte sur lui pour s'en occuper. Si ça sera en prolongation, quel défenseur qu'on met, on met Thomas Chabot. On met Chabot. On a comme pas le choix. Mais tu sais, veut pas, ça affecte son jeu dans l'ensemble parce que. Probablement. Je sais pas pour vous autres, mais je regarde jouer Thomas Chabot, puis c'est pas le Thomas Chabot qu'on connaît. Là. Terminant, Phil, tes prédictions pour le classement de la division Atlantique? Ouais, ben je voulais juste dire à la fin pour les Sens, tu sais, dans l'ensemble, la structure, ça marche pas beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs un petit peu qui nous déçoivent, mais individuellement, on a quand même eu plusieurs belles surprises. Tu sais, justement, un Tkachuk, un Pinto, un Sanderson. Forsberg, c'est pas tant une surprise, si on s'y attendait quand même. Mais dans l'ensemble, ça marche pas exactement. Mais veut pas, c'est quand même un meilleur départ que les autres années. Si on réussit, je pense que l'année passée, si je me trompe pas, on a eu notre 5e victoire au mois de décembre. Puis là, on peut l'avoir le 1er novembre. On s'entend que c'est quand même une bonne amélioration. J'imagine qu'on va y aller step by step, on va monter tranquillement. Amélioration, oui, mais c'était supposé être meilleur avec ce qu'on a sur papier présentement. Non, avec tout ce qui s'est passé cet été, là, on s'attendait à plus, c'est sûr. On compétitionne définitivement mieux que l'année passée. Oui, ça, je l'accorde. Mais c'est ça qu'on souhaite compétitionner. La gang de joueurs qu'on a là, nouveau, comme je disais, d'après moi, il y a un 7-8 matchs d'ajustement. Je pense. On l'a passé 8 matchs. C'est pour ça qu'on dit le mois de novembre. Crucial. Ça passe. C'est ça. Pascal t'en parlait justement là, contre les Panthers. Ce match-là aurait été fini tôt en première période l'année passée ou l'autre d'avant. Le fait que ce match-là était égal à 4 minutes de la fin, ça en soi, c'est incroyable. C'est quelque chose qui devrait pas arriver. Là. Mais on peut quand même dire qu'on avait quand même un gardien qui nous a sauvé la vie. Mais dans l'ensemble, le match était égal, il restait 4 minutes. C'est quelque chose. Il faut le mentionner. Combien de fois c'était 6-1 pour Edmonton, Simonac? L'année les autres années, en première période. 2 ans, oui, mais quand même, tu sais. Avec Matt Murray. Des fois, il faut regarder le plus loin. Oui, c'est ça, c'était Murray qui était dans les goals. C'est pour ça que c'est fou qu'un gardien qu'on va chercher sur waivers soit autant meilleur puis performe aussi mieux qu'un gars qu'on a payé genre 4, 5 ans, 6 millions, genre un contrat de même. Mais j'ai hâte de voir si un gars comme Shane Pinto va sauter sur l'opportunité qu'est la blessure de Josh Norris. C'est ça, justement, contre Tampa Bay, on le voit jouer son premier match sur la deuxième ligne. Là. On l'a monté avec DeBrincat, Giroux. Est-ce que ça va... J'espère que ça va aider ces deux-là à débloquer un peu plus aussi. Je pense que ça a du potentiel. Parce que c'est pas le même rôle, là. C'est pas le même job, là. Centre de troisième ligne, centre de deuxième ligne, là. Il y a un gros step, là. Tes adversaires sont pas les mêmes, là. Tu sais, il y avait peut-être un talent plus élevé que d'être sur une troisième ligne, fait que ça y a profité. Puis c'est bien correct parce que un gars qui a manqué un an, là, il était justement dans la bonne chaise à la bonne place. Mais oui, ça va être intéressant de suivre son développement cette année. En tout cas, Derek Brassard sur le deuxième trio, sa chance était très courte. Une game, ça n'a pas fait. Merci, bonsoir à tes scratch. C'est triste, mais... Puis je trouve ça, mais tu sais, je suis bien content que DJ, parce que des fois, DJ, il est long à réagir sur des affaires de même, à prendre des décisions avec des vétérans. Là, ça a été très court. En terminant, aux prédictions. Encore? Aux prédictions pour le classement de la division Atlantique. Vite fait, là, je peux dire celui-là que j'avais avant que la saison commence, comparé à celui-là qu'on vient de nommer. J'avais Montréal à 8, Buffalo à 7, Détroit à 6, ce que j'ai parfaitement pour le moment, on va me donner ça. Boston à 5, Ottawa à 4, Floride à 3, un autre que j'ai, Tampa Bay à 2 et Toronto à 1. C'est quasiment complètement l'inverse en ce moment. Ça fonctionne pas du tout. On parlait d'une division compétitive, mais je pensais pas que ça allait... Je pensais quand même les 4-5 équipes qu'on pensait qu'elles allaient faire les séries allaient les faire.
Fait que pour mes prédictions pour la fin de l'année, écoute, c'est Boston en série, c'est Tampa Bay en série, c'est les Panthers en série, puis après ça, c'est dur à dire. C'est dur à décider. On pourrait-tu avoir 5 équipes de l'Atlantique en série? Ça serait extrêmement possible. Comme je disais tantôt, toutes les équipes étaient au-dessus de 500 il y a tellement pas longtemps. Ouais. Toronto, les manqueront pas non plus, je pense. Parce que c'est quoi? C'est Atlantique puis métropolitain. Fait que, tu sais, l'autre bord, t'as Columbus, Pittsburgh, Islanders, Washington, Philadelphie, Rangers, New Jersey, Caroline. Tu sais, après les 1, 2, 3, d'après moi, ils vont tous être après les équipes de l'Atlantique. Central, ça n'emmène pas large en ce moment. JP Fortin, tes prédictions? Pour moi, Boston vont finir premier. Je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée. Deuxième, je vais y aller avec le Lightning de Tampa Bay. Je pense qu'ils vont reprendre du bel la poêle. Du poêle la bête. Poêle la bête, merci. Moi, j'aime de la bête dans poêle. Oh! Floride 3. Sénateur 4. Leafs 5, Canadiens 6. Sabres et Red Wings vont compléter le bal de l'Atlantique. Les Sénateurs vont faire des séries dans les équipes repêchées. Je le souhaite de tout mon cœur parce que si les Sénateurs font pas les séries, pour moi... C'est quoi tu penses qui va flipper à Switch? Parce que là, là, tu pars vraiment down sur leur début de saison. Ouais. Puis tu les vois en playoff. Qu'est-ce que tu penses qui va faire le switch? Avec le noyau qu'on a puis le coach qu'on a, ou tu penses qu'il va arriver de quoi de majeur? Non, moi je pense que DJ Smith perd sa job en novembre. Il va avoir un nouveau coach. Puis là, ça va faire... OK. C'est mon bet. Faut pas connaître le même mois de novembre que celui de l'année passée. Là, ce qu'on peut se dire de positif, c'est qu'on devrait pas être touché par la COVID. Tu sais, je touche du bois, là, mais à un moment donné, c'est assez, là. Je pense qu'on va être correct cette année. Quand on est mieux, on avait une victoire en novembre l'année passée. Si ça fait ça encore, là, je veux pas que DJ Smith soit derrière le banc. Non, je vous dis que ça sera pas long. Si, mettons, DJ Smith là, commence à... On a 15 matchs en novembre, là, si on est moindrement 2-3, 1-3-1 en partant de novembre, là, terminé. Moi, j'ai l'impression que Dorion, il donne toute la saison. Troy Man débarque. On est prêt for the man. Il fait pas des miracles à Belleville cette année. Il n'y a pas de club. Il n'y a pas de joueur. Il y a Robbie Yarventi sur le premier trio. Ben alors, il y a Sokolov, il y a Ridley Gregg, il y a Thompson, JBD, Sogard. Il y a notre avenir. Là. Ridley Gregg, là, pour Pat Tourangeau, c'est son joueur ultime, mais ça va prendre 2 ans encore à un Ridley Gregg avant d'être un joueur que Pat Tourangeau. Près dans la ligue, oui. On l'échangera pour Chikrin. Chikrin, en tout cas. Moi, je continue à penser, sans faire tout le classement, je continue à penser à cause de la défensive que les Sens ne réussiront pas à se classer. À cause de la défensive, puis à cause de pas tant que les 6 qui sont là, je pense que c'est Alain Sancartier qui le disait un peu comme ça, sont pas capables de gagner des matchs puis d'être quand même réguliers, mais une blessure à un des 3, là, Zoub, Sanderson puis Chabot, puis ça fait mal en tabarouette. C'est qui qu'on a rappelé, là? Dylan Hetherington. Hetherington, tu sais, il viendra pas sauver notre top 6, là. Il ferait le meilleur job que Zaitsev. Moi, je vais être défaitiste, mais je vois les Sénateurs terminer au 6e rang de la division Atlantique. J'ai de la misère en ce moment à me convaincre que les Sénateurs vont finir en haut de Boston, en haut de Floride, en haut de Tampa Bay, même Buffalo. Ah, ouais. Je pense qu'en dessous des Sénateurs, il va y avoir Montréal et Détroit. Ça me fait de la peine à dire. Ouais, non. Moi, mon mot de la fin, c'est le fil optimiste qui dit les Sens en playoff. On me réécoutera à la fin de l'année. Let's go. Merci, Phil. Fait plaisir, les boys. Dans un instant, on reçoit Stephen McDonald de l'initiative Alfie to the All. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, pour le 3e segment de l'épisode, on est en compagnie de Stephen McDonald. Stephen, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu?
Qui suis-je? Alors, je suis un partisan des sénateurs d'Ottawa. Je suis originaire de London, Ontario, dans le sud-ouest de l'Ontario. Mais ça fait une vingtaine d'années depuis que je suis transplanté à Ottawa. Mais j'ai toujours été un partisan des Sens depuis les tout débuts. Tu sais, quand on est à l'école en français et puis dans la rue où tout le monde ça prend pour les Maple Leafs. On se trouve un autre chemin. Puis après cette première victoire, c'est contre contre les Canadiens, c'était un sure bet comme équipe à choisir. Mais plus concrètement, plus récemment, je faisais partie d'une équipe qui ont fait une application pour Daniel Alfredson pour entrer dans la Temple de la Renommée. Moi puis un de mes amis, en effet, c'était un de mes bons amis, Corey Meehan. On fait demande. On a mis le business case pour Alfie pour rentrer dans la Temple de la Renommée. Puis avec l'aide de quelques autres individus, on a monté une campagne dans les réseaux sociaux. On n'est pas certain si c'est l'application ou la campagne dans les réseaux sociaux ou que c'est juste Alfie lui-même et c'était son temps est arrivé, mais il est rentré dans la Temple de la Renommée. Steven, on va revenir à tout le phénomène qui a été Alfie to the Hall, principalement sur Twitter, j'ai envie de dire. Mais juste avant, JP Fortin nous a préparé un petit résumé de la carrière de Daniel Alfredson, qui sera intronisé au Temple de la Renommée justement le 14 novembre prochain. JP Fortin, fais-nous l'honneur. Oh yes! Donc, en 94, il est repêché en 6e ronde, 133e au total, et du même coup, il a remporté le trophée Calder à sa saison recrue. En 99, il devient le capitaine de l'organisation des Sens. En 2003, il amène les Sens à leur premier trophée des présidents. En 2005-2006, termine 5e meilleur pointeur de la Ligue. En 2006, remporte la médaille d'or aux Jeux de Turin. En 2007, amène les Sens à la finale de la Coupe Stanley contre les Ducks d'Anaheim. Le 8 avril 2010, il joue son 1000e match en carrière. Le 22 octobre 2010, la même année, l'année suivante, je veux dire, il atteindra le plateau des 1000 points en carrière. Le 5 juillet 2013, il signe contre toute attente un contrat de une saison avec les Red Wings de Détroit. Le 3 décembre 2014, il prend sa retraite officielle avec l'organisation des Sens, dans laquelle une cérémonie est faite en son honneur. Il reste pour l'instant le meilleur pointeur de l'histoire de l'organisation avec 1108 points. Le 29 décembre 2016, son numéro est retiré dans les hauteurs du centre Canadian Tire. Et le 14 novembre prochain, il sera son entrée au Temple de la Renommée. Alfie. Ça nous prendrait la bande sonore. Ah, c'est ça, je le mets. Mais Steven, avant d'aller vers Alfie to the Hall, je vais te poser une question. Oui. Puis je trouve ça quand même ironique parce que lors du dernier épisode, on a reçu Stu Sabourin, un gars de Montréal, partisan des sénateurs. Toi, tu es originaire de la région de Toronto. Non, la région de London. À 2 heures plus loin plus loin que Toronto. Quand même. Je suis curieux de savoir pourquoi exactement tu es devenu partisan des sénateurs. C'est pas tellement compliqué, mon affaire, mais vraiment que je suis issu d'un foyer bilingue. Donc, ça se parlait en français chez nous, mais malgré le fait que mon nom est extrêmement anglophone, d'une région très, très anglophone. Donc, à l'école, c'était le Canadien, le tricolore, les glorieux, etc. Mais à la patinoire, puis ailleurs dans la rue, si on parlait de hockey, c'était des Leafs. Puis je me sentais comme... Je pouvais pas prendre pour ni un ni l'autre. Et vraiment là, Fait que si tu choisissais une équipe, tu te faisais détester par la moitié. Si tu choisissais l'autre, tu te faisais détester par l'autre moitié. Fait que tu as décidé, je vais me faire détester par tout le monde à la place. C'était effectivement ça. Et comme j'ai dit, c'était je couvrais des journaux à l'époque. C'était le London Free Press. Et là, Ottawa était en haut c'est première dans la ligue. Après une partie, je me suis dit, OK, non, c'est certain. Ça, c'est l'équipe qui vont avoir une saison extraordinaire et mais pas pour des bonnes raisons. Mais quand même, suite à ça, c'est tout à fait pour d'autres raisons que je suis
venu à Ottawa pour étudier et ensuite pour continuer de travailler. Donc, je suis arrivé en région, mais mon amour pour les scènes, ça remonte bien avant mon arrivée en région. Oh, wow. Cool. Et là, tout ça t'a emmené au cours de la dernière année à créer avec, vous étiez deux, le mouvement justement Alfie to the Hall. On l'a tous vu passer, vous étiez 3e sur Twitter à trender au Canada. Ouais, c'est cool, hein? C'est complètement malade. Mais moi, je veux savoir comment ça... Premièrement, comment est-ce que vous avez eu l'idée du mouvement? Puis 2, pensais-tu que ça aurait pris l'ampleur que ça a pris? Alors, si on remonte un tout petit peu dans le temps, mon ami Corey Meehan, et c'est vraiment lui, il faut à tout crédit, il faut que c'était vraiment lui le gros cerveau, toute la recherche. Lui, c'est un gars d'Orléans, originaire, maintenant rendu à Toronto. Et pour lui, Alfie, c'est son héros. On parle du hockey, on parle d'Alfie, lui, il est à Toronto et les gens aiment le chamailler un tout petit peu. Puis là, il dit, tu sais, dans mon temps libre, et ensuite, ça s'est vraiment accéléré durant la pandémie, le confinement. J'ai regardé les stats. Il dit vraiment là, il mérite d'être à la temple de la renommée. Donc, il m'a envoyé une première mouture d'une présentation avec les stats. Mais il y avait comme une cinquantaine ou une soixantaine de diapos dans cette présentation PowerPoint. Et je me suis dit, c'est vraiment bon, il y a beaucoup de stock, mais il faut que alléger ça un petit peu. Donc, c'est là où on a travaillé. Je dis, hey, tu as pensé à ceci, ou est-ce que tu as pensé, ces sections-ci, c'est intéressant, mais ça n'avance pas la cause. Alors, on a travaillé ça un tout petit peu. Puis, éventuellement, je suis arrivé à un point où je me suis dit, je suis en région, je vais me mettre à lancer avec mes comptes, les quelques contacts que j'ai en région, et je pourrais voir s'il y a du monde qui s'intéresse. Et pour finir, Cyril Leader, c'est lui, l'ancien président de l'équipe de hockey, qui m'a tout de suite répondu et dit, ça c'est excellent cette présentation, ça m'intéresse, on pourrait peut-être on pourrait en parler plus. De là, Fait que là, tu as eu une date avec Cyril Leader, toi, là. Oui, un date. Mais rendu à cette point-ci, c'est tout en virtuel. Ah, alors, ça a vraiment accéléré les occasions pour parler parce qu'on se réunissait via Teams et c'était comme ça. Alors, et l'autre personne, c'est Craig Medaglia, l'ancien animateur des réseaux sociaux. Donc, lui, il n'a pas accepté mon invitation, mais il a accepté l'invitation de Cyril, mettons. Alors là, c'est comme ça que quelqu'un de plus crédible. Mais là, Craig est rentré dans l'équipe. Et là, on a commencé ces réunions, on a commencé à se parler un tout petit peu. Alors, je crois il faut donner le crédit à Craig pour le mot-clic Alfie to the Hall. On avait fait un remue-ménage de plusieurs divers mots-clics, puis je crois que c'est Craig qui a dit non, Alfie to the Hall, c'est le choix. Je suis curieux de savoir c'était quoi les autres options? Oh my God, je me souviens même pas. Ça remonte en 2020. Ah ouais, OK. Ah ouais, loin comme ça. Oh oui, vraiment... c'était vraiment en 2020. Et ensuite, pour ceux et celles qui se souviennent, ils n'ont pas nommé une classe à la Temple de la Renommée cette année-là. Et alors, on a mis pause sur cette initiative et on dit, OK, l'année prochaine, on va relancer. Okay. Et c'est ce qui s'est produit. Entre-temps, il y a aussi eu des changements au niveau, M. Melnick, le feu M. Melnick, il était plus là. Alors, on a dit, est-ce que ça change la donne? On ne sait pas. On allait procéder de toute façon, mais on s'est dit peut-être qu'il y aurait une ouverture au niveau de l'équipe. Et c'est là où on a eu, il y avait quelqu'un, Brian Morris, qui assistait à quelques-uns de nos appels. Il nous a dit, tu sais, je peux avoir des discussions avec l'équipe et voir s'ils sont partants. Alors, on savait d'avance que l'équipe allait appuyer la cause. Mais avec le processus,
On devait soumettre notre business case au mois de mars et on ne savait pas si quelqu'un qui faisait partie du comité de sélection devait nommer Alfie. Ça arrive tout en secret. Et la campagne, je crois que c'était au mois de juin. On allait lancer cette campagne, mais il y avait une possibilité qu'Alfie ne serait pas... Même pas, c'est ça. Même pas là. Et on ne le saurait jamais. Puis quand tu parlais de business case, est-ce que c'est un document formel du Temple de la renommée? C'est un processus formel avec des... Ça? Il y a un processus formel, mais il n'y a pas de document formel. Okay. On a fait un diapo, entre autres, fun facts, la version électronique était bilingue. La version on a aussi dit que ce sont peut-être des gens qui ne vont pas s'imprimer ou qui aimeraient du papier, donc on a imprimé une version version comptable. Et Corey, lui, il a imprimé, je crois que c'était 17 copies ou une vingtaine de copies. Il a mis dans une boîte. Il a fait la queue derrière un groupe d'étudiants qui allaient faire un tour à la Temple de la renommée. Et c'est ça. On a fait notre dépôt du document, mais ce qu'on attend, ça, c'est pas clair. Ce à quoi on s'attend, c'est pas clair. Fait que c'est parti, une lettre à la poste, puis qu'est-ce qui va arriver de ça? Ouais, c'est dans le néant, puis on n'a aucune idée. Sans secret, pareil, hein? Ouais. Personnellement, est-ce que tu crois que ce mouvement-là a favorisé les choses pour que Daniel Alfredsson soit intronisé, ou bien, à la base, c'était déjà prévu, selon toi, qui allait être intronisé? Je suis pas convaincu, je suis pas très à trancher là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a plus de gens qui méritent d'être dans la Temple de la renommée qu'il y a de la place pour entrer. Mais le but de la campagne, c'était, moi je crois fermement qu'il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés pour beaucoup de choses dans la vie, mais on a besoin des champions pour aimer. Et c'est vrai pour n'importe qui. Dans n'importe quoi. On a besoin de quelqu'un pour être notre champion personnel et c'est le rôle qu'on voulait jouer pour lui. C'était pour sa cause et pour sa nomination. Donc, si ça a eu un impact, peut-être, mais vraiment avec le processus, c'est tellement secret, il n'y a aucune façon de savoir. De le savoir. Mais je peux vous dire que c'est une présentation et de haute qualité. Le travail que Corey a fait, c'était vraiment exceptionnellement professionnel. Parce que moi, je vous lève tout mon chapeau d'avoir parti cette campagne-là, parce que tu as dit ça, c'était en juin 2020 ou 2021? Officiellement, c'était 2022. C'était cette année. C'est cette année, OK. Mais on a commencé le processus au début, vraiment vers le début du confinement. OK. Parce que moi, ce que je soulève, c'est le fait que cette initiative-là, cette campagne-là, a unifié, je trouve, les partisans des sénateurs, peu importe côté anglo, franco, à travers le monde. Le hashtag Alfie to the Hall, là, c'était beau à voir sur Twitter, puis c'était tous les partisans ensemble qui se sont mis ensemble pour une seule cause. Dans une passe que les sénateurs n'allaient pas très bien au niveau statistique, performance, équipe, collective, mais je trouve que c'était une belle façon de reconnaître que ça reste le meilleur joueur de l'organisation, puis que si on l'aime, puis que tout le monde l'aime, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont à débattre partout dans le monde. Autour des sénateurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut débattre. On peut s'ostiner sur un paquet d'affaires. Il y a une chose que je pense que 100% des fans sont unanimes. Alfie, c'est notre héros à tous. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je crois pas au hasard tant que ça. Je peux pas croire que ça n'a pas eu un impact, ne serait-ce que minimum. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais, ça fait quelques fois que je dis là, que à quelque part, il faut que les initiatives viennent de la base, viennent des partisans, viennent... Oui, on s'attend à ce que l'équipe nous tende la main,
puis nous vendent leurs produits, mais à quelque part, c'est à nous aussi de faire notre effort. Quand on parle de partir un podcast, partir un blog, de parler de l'équipe, ben partir une initiative comme ça, qui part de la base, qui part de des partisans, c'est de toute beauté. Puis c'est comme ça, gars, aujourd'hui, on en parle, on se rend compte, ça nous fait connaître, ça nous fait grandir, l'espèce de Sens Army, là, ben je pense que ça démontre un peu l'impact qu'on peut avoir. Oui, absolument. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est ce qui est tellement beau à voir. En fin de compte, le hockey, c'est un jeu, c'est supposé d'être fun. C'est supposé c'est du loisir, c'est comme ça qu'on se détend avec des choses. Il y a beaucoup du sérieux dans le monde. Puis le hockey, c'est supposé d'être juste un place pour se détendre, mais c'est quand même d'avoir un genre d'expérience collective si on le veut. Puis c'était vraiment le cas. C'est numéro 3 au Canada, trending sur Twitter. Puis trendé pour des bonnes raisons. Il y a beaucoup de trends sur Twitter qui ne sont pas des bonnes raisons. Oh non, c'est tout à fait le cas. Puis alors de ce côté-là, c'était vraiment valorisant de voir que l'impact que ça a eu et ça. Moi, je crois, mais où je suis prêt à prendre le crédit, c'est que ça a lancé l'été de Pierre. C'est clair. C'est clair. C'est comme il dit non, il faut number 3 in Canada, il faut que je tape ça. Donc. Mais c'est vrai parce qu'on a eu l'annonce des Plaines Le Breton, suivi de Alfie to the Hall, puis là, ça a été l'été de Pierre tout après l'autre. Là. Ouais. Je vais te poser une question. En conférence de presse au Centre Canadian Tire il n'y a pas longtemps, on a demandé à Daniel Alfredson s'il avait eu la chance de vous rencontrer, Corey et toi. Il a dit non, mais il n'avait pas l'air sûr de sa réponse. Est-ce que tu as rencontré l'homme? Tu dois t'en rappeler? Non, okay. Non, je n'ai pas rencontré l'homme, non. J'ai pas eu de nouvelles. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai rien. Non, Puis avec l'organisation des sénateurs, comment ça s'est déroulé? Est-ce que c'était agréable? Là, je sais que j'ai rien entendu de l'organisation, eux autres non plus. Il n'y a pas grand-chose. J'espère assister. J'ai un de mes amis m'a invité pour aller assister à un match en fin de semaine. Alors, il faut toujours que je me rende pour voir la nouvelle alignement. Mais non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça a vraiment été un coup que vous, comme on disait, un coup que vous avez envoyé ça, c'est parti. Est-ce que ça a eu un impact? On ne sait pas. Mais il n'y a pas eu de connexion de plus que ça avec l'organisation ou quoi que ce soit. Puis c'est encore mon point. On n'en a pas besoin. On peut faire les choses. On peut faire les choses. Sur les médias sociaux. Et alors, c'est ça. C'était comme quand je dis avec les contacts avec l'organisation, on savait qu'ils allaient amplifier nos messages. Ils ont dit non, c'est vous autres de partisans, on va on va choisir nos moments pour amplifier vos messages. C'est pas notre message. Et je sais que on a fait un gazouille en français. C'était que puis j'ai dit non, il faut avoir au moins un tweet en français. On a choisi la Saint-Jean-Baptiste. Et suite à ça, on a eu des demandes d'entrevue en français. OK. Mais tout le monde s'est faufilé à l'organisation parce qu'ils pensaient que c'était. Et puis ils nous ont redirigés vers nous. Puis on dit non, cool. C'est vraiment pas nous autres. C'est pas nous autres, c'est des partisans. Steven, tes impressions sur la saison jusqu'à présent? C'était excitant, c'était énervant. C'était énervant. J'espère qu'on va se calmer, surtout au niveau défensif. Mais je crois que quand mes frères aînés me parlent du hockey, des Edmonton Oilers des années 80, j'ai un peu l'impression que peut-être c'était dans ce style. Mais c'est le fun, au moins. Au moins, c'est le fun. J'éteins pas la télé. Tôt après une ou deux périodes où je dis c'est poche. Mais cette année, c'est différent. Donc. Ils sont dans le match au moins jusqu'à la fin le plus possible. Oui, tout à fait. Et même quelqu'un comme DeBrincat, on dit qu'il joue pas bien. Je dis OK, il est toujours là, il est toujours en train de faire quelque chose, il est toujours si jouer pas bien, c'est ça c'est autre chose. C'était un tout autre niveau, cette équipe. Donc, le lundi, le 14 novembre, les Sénateurs vont affronter les Islanders de New York. Le match commence à 17h30 et l'organisation a annoncé qu'ils allaient
diffuser la cérémonie d'intronisation sur les grands écrans et invite les partisans à rester pour visionner. Alors, on vous encourage à remplir l'aréna bien comme il faut lundi le 14 novembre. Allez-vous être là, messieurs? Il faut toujours que je m'achète un billet. Il faut que je réarrange certaines autres choses au niveau familial, mais j'espère y être. Super. Steven, un gros merci pour ton temps. C'était vraiment apprécié. Oui. Hey, cool. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir de parler des Sens, de le faire en français. Ça fait du bien. Fantastique. Good. Merci beaucoup. Merci. Bye. Alors, c'est ce qui complète cet épisode numéro 5 de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. Messieurs, gros épisode. C'est toujours un épisode de fun quand on parle d'Alfie. Ça fait combien d'épisodes qu'on parle d'Alfie, là? Ça fait 3, 4, 26. 26. Parsemé, c'était là. Ah oui, mais comme je disais tantôt, c'est une des seules choses qui est unanime, c'est Alfie. Tout le monde. À combien de personnes qu'on parle que ton joueur préféré, ton idole? Ah, moi, c'est Alfie. C'est pas le choix. C'est l'enfer. Puis, la division Atlantique, ça va être quelque chose cette année. Oh my God. Il faut que tout le monde soit rendu quasiment à la même place dans la reconstruction que nous autres, ou presque. C'est que les temples ne veulent pas tomber. Les temples? Les temples, les Boston, et tout ça. Les Boston, les Tampa Bay. Mais si tu regardes le classement, 4-4 les Sénateurs avec 8 matchs de jouer à ce jour, 1er novembre. Ça peut bouger vite. Là. Ah oui. Non, à part Boston, qui est vraiment dominant, ça peut bouger vite. Ah non, c'est un match que le classement change au complet. Là, ouais, puis on est à une quarantaine de parties de Anton Forsberg qui fait 50 arrêts par match a fait les séries. Mais sur ça, c'est une machine. Sur ça, yes. bonsoir. Salut.